Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Paul Barraud en partenariat avec la Caisse d'épargne, la banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Michel Saran est l'un des chefs les plus étoilés de notre région. Mais en plus de sa carte et de son service haut de gamme, le goût n'est pas seulement dans les assiettes, mais aussi dans les cuisines et même au-delà. Équipe, énergie, création et passion commune, c'est son histoire aujourd'hui. Michel Saran, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le chef d'un restaurant qui s'appelle Chez Saran. C'est au boulevard Armand du Portal, ici même à Toulouse. Alors non, ça s'appelle pas Chez Saran, ça s'appelle le restaurant Michel Saran. Le restaurant Michel Saran, merci de me corriger. Et donc restaurant 2 étoiles au guide Michelin. Petite présentation très courte, c'est un restaurant qui fait 22 couverts en salle principale, mais également des salons privés qui peut aller jusqu'à une trentaine de couverts. En tout, ça fait 50 couverts à peu près, ça peut aller jusque-là. Oui, non, il ne faut pas le présenter comme ça. C'est un restaurant qui a une capacité de 50 couverts qui peuvent être découpés, parce que là, c'est un découpage très guide. Vous avez dû regarder quelque part, mais on a plusieurs... J'ai regardé sur votre site internet, justement. Oui, non, mais parce qu'on a plusieurs salles, mais ils ne sont pas forcément utilisés en salon privatif, ils peuvent être utilisés en salle de restaurant. La capacité totale est de 50 couverts, voilà, en plusieurs salles et plusieurs niveaux. C'est une maison. Pour donner une idée de ce que peut être un menu dans un 2 étoiles, vos menus vont de 50 jusqu'à 132 €. C'est pour une clientèle donc qui peut en avoir les moyens. On ne va pas forcément revenir là-dessus. Quelques idées, notamment sur votre carte. On peut y trouver du foie gras, du bœuf d'Aquitaine, du cabillaud, même les légendaires cuisses de grenouille. Mais ce qui est intéressant, surtout dans cette émission, c'est d'aller au-delà du menu que vous présentez, que vous efforcez tous les jours à changer, à vous chercher la création, vous cherchez à proposer le meilleur pour vos clients. Ça nous intéresse dans le goût d'entreprendre. Mais avant cela, j'aimerais bien savoir un petit peu qui est Michel Saran. Donc j'ai une question, savoir, est-ce que vous pouvez me dire, si vous en aviez un, petit, quel était votre plat préféré ? Oula, alors là, vous me plongez dans l'enfance. Mais... Je fais pas de la psychologie. Ouais, non, parce que quel est l'intérêt d'une question comme ça ? C'est à vous de me dire. Non, moi j'ai des souvenirs d'enfance. J'ai un gratin de pommes meringuées que me faisait ma grand-mère, qui était un moment très précis dans ma vie. J'ai aussi... ce sont des pages d'écriture, la cuisine. Pour moi, c'est ça. Et donc, ça correspond... C'est à peu près comme si je vous demandais à vous, est-ce que vous avez un morceau de musique ? C'est difficile à dire. Moi, il y a plein de morceaux de musique qui correspondent à des moments donnés. Donc, pour la cuisine, c'est pareil. J'ai le magret grillé, fourré de foie gras que faisait ma mère. C'est chargé d'émotions pour tout un tas de raisons. Parce que c'est vrai qu'elle a jalonné ma vie professionnelle et je lui dois beaucoup. Il y a plein de choses. Un plat qu'adorait mon père, qui était un gourmand. Et ça m'émeut de parler de tout ça au passé, bien sûr, parce que les années sont derrière. Et puis parce qu'aussi, ils m'ont quitté. Mais voilà. Donc, dire le plat, non. Si vous devez me demander quel est le produit, je déteste d'ailleurs ce genre de questions, pour être très franc, parce que j'en ai marre qu'on dise le meilleur restaurant. Non, tout ça, c'est de la connerie. Vous savez que j'ai posé quand même cette question un peu exprès, car je suis tout à fait d'accord avec vous, que ce soit pour la musique ou la gastronomie, c'est impossible à dire. Surtout pour un Gersois, parce que je rappelle que vous êtes un enfant de la région, vous êtes né à Saint-Martin-d'Ormagnac, dans le Gers, et qui est quand même un département très connu pour sa variété gastronomique. Il est difficile de choisir, par exemple, entre un magret ou une côte de bœuf là-bas, pour ne parler que de la viande. Mais ce qui était intéressant, en fait, de parler un peu de votre enfance, c'est de savoir, souvent, on a l'intention, on dit souvent, dans le langage commun, que les chefs, en particulier les grands chefs, sont un peu tombés dans la gastronomie comme Obélix tombait dans la marmite quand il était petit. Est-ce que pour vous, ça a été le cas ? Pas du tout. Alors comment je vais dire oui et non. Comment je suis venu à la cuisine vous avez prévu 5 heures là, parce que si je vous raconte tout, ça va être long. Mais on résumera et puis je vous couperai à l'occasion. Allez-y. Moi, j'ai commencé par faire des études classiques au lycée d'Artagnan en Nogaro, avec un bac scientifique, derrière une inscription à la fac de médecine à Toulouse. Rien à voir avec la cuisine. Rien à voir avec la cuisine. Mais
j'avais une grand-mère qui était une bonne cuisinière et une mère qui était une excellente cuisinière. Donc déjà une rivalité entre les deux. Et comment on s'exprime quand on est rival au niveau de la cuisine, en faisant subir aux maris et aux enfants voilà, c'est ce défi permanent. Donc on a toujours été éduqués dans un bien manger, avec une connaissance des produits. Et ça, forcément, ça marque. Mon père était un très, très grand gourmand. Très, très grand gourmand. Et donc, nous étions privilégiés à table tous les jours. Quand j'ai démarré la médecine et que ça s'est vite arrêté parce que j'ai quand même fait plus de tourisme étudiant que d'études à proprement parler, il a fallu faire un choix. Ma mère avait transformé cette année-là la ferme familiale en restaurant. D'abord ferme auberge, enfin bon, c'est passé par plusieurs étapes. Et je travaillais avec elle un peu le week-end pour lui donner un coup de main, et j'ai commencé avec elle. Et c'est comme ça que ça a démarré. Et je vous assure, c'était sans passion et sans connaissance de ce qu'était le milieu de la gastronomie. Et donc la passion est venue après, parce qu'on ne va pas non plus tout détailler, mais vous êtes parti de là pour arriver chef étoilé, première étoile en 96. Donc ça a fallu quand même beaucoup d'années. Et puis là, une année de découverte et un peu... votre histoire d'amour avec la cuisine et cette entreprise-là, c'était un peu « je t'aime moi non plus » au début du coup. Ouais, mais non, mais c'était une méconnaissance surtout. Une méconnaissance, c'est un milieu très particulier. Donc moi j'ai commencé, comme je dis, j'ai commencé avec ma mère, et puis personne ne voulait de moi parce que c'était pas très sérieux comme profil. Et puis bon, je me suis battu, et puis au fur et à mesure que j'avançais et que je prenais conscience de ce qu'était le métier, j'ai surtout pris conscience que la cuisine était un fabuleux moyen d'expression et qu'on pouvait raconter de très belles histoires avec la cuisine. Alors là, pour venir sur votre restaurant, à la table de Michel Saran. Donc vous l'avez ouvert en 1995. Ça fait déjà presque 20 ans. On va pas remuer le couteau dans la plaie, mais c'est 20 ans de belles histoires. Ouais, mais c'est une histoire, c'est de savoir comment, parce que il faut noter que votre première étoile, vous l'avez eue moins d'un an après, en 96. Ouais. Ce qui est assez rapide, peut-être dans l'histoire du guide Michelin. Mais comment vous avez réussi à vous lancer dans cette aventure-là, on va dire peut-être pratiquement seul, en proposant. Comment vous avez eu les moyens pour ouvrir ce restaurant ? Oh, les moyens, je les avais pas, ça c'est clair. Hein. Les moyens financiers, je les avais pas. J'étais chef de cuisine au Mas du Langoustier à Porquerolles, où j'avais eu ma première étoile Michelin, en faisant 400 couverts par jour, et j'étais très surpris. Bon, enfin bref, c'était un épisode qui a duré 5 ans quand même, mais qui était extrêmement formateur. Mais très vite, j'ai compris que la suite, ça serait chez moi. J'avais cette soif d'indépendance, déjà ce côté un peu entrepreneurial, envie de faire et de suivre de A à Z une logique, qu'elle soit philosophique, qu'elle soit... Enfin, dans tous les secteurs de l'activité, je voulais maîtriser. Un peu le côté un peu dictateur des chefs aussi quand même. Et voilà, donc j'ai dit, la prochaine étape, ça sera mon restaurant. J'avais le choix je m'étais donné le choix entre Toulouse et Paris, et parce que j'avais essayé aussi de faire une analyse économique, et je trouvais que Toulouse était une ville où il y avait un changement, il y avait une mutation, des chefs qui partaient à la retraite, etc., et qu'il y avait la place. Airbus qui était en pleine expansion, enfin on en parlait de plus en plus. C'est vrai qu'il y a 20 ans, c'était pas Airbus qu'on connaît aujourd'hui, mais c'était déjà quelque chose, une très belle entreprise, mais j'avais foi en cette région, et donc j'ai posé mes valises à Toulouse. Donc en plus de revenir sur vos terres, Toulouse, là c'était vraiment le bon moment pour vous, enfin l'endroit opportun pour pouvoir vous lancer en tant que manager, en tant que votre propre patron, quoi. Oui, voilà. Oui, je pensais que c'était une période charnière au niveau de la gastronomie toulousaine. Il y avait des nouveaux arrivants, enfin, notamment Gérard Garrigue qui venait d'ouvrir le Pastel, qui avait déjà une étoile Michelin. Dominique Toulousy avait 2 étoiles à l'époque. Lucien Vanel avait arrêté. Bon. Mais il y avait de la place, 4e ville de France quand même. Bon, place pour plusieurs maisons. Aujourd'hui, votre restaurant, c'est 2 étoiles. La deuxième, vous l'avez gagnée en 2003. Oui. Mais à noter que les étoiles au guide Michelin, ce n'est pas forcément votre Saint Graal. Vous cherchez pas absolument à les acquérir. C'est pas la même chose. C'est pas que ce soit pas le Saint Graal. Moi, je suis extrêmement fier, et j'ai été... quand on vit l'espèce de tsunami
qu'apporte une étoile supplémentaire, jamais de ma vie je ne critiquerai le Michelin, jamais. Parce que cette deuxième étoile a fait exploser votre affaire ? Enfin, parce que cette deuxième étoile m'a fait exploser à moi. Elle m'a apporté des moments de joie intense. Je me souviens encore très précisément le jour où j'ai appris que j'avais la deuxième étoile. J'ai pleuré à chaudes larmes. Ça a été un moment d'émotion aussi intense que d'autres moments beaucoup moins heureux de ma vie. Ça a été très très fort. Très très fort parce que je savais que tout allait changer. On change de statut, on devient une étoile, on a déjà une lourde responsabilité. 2 étoiles, on est encore un peu plus ambassadeur d'une région. Un chef, c'est quoi? C'est beaucoup de choses. C'est des personnes qui travaillent avec vous, mais aussi vous êtes le représentant de tout un tissu économique qu'il y a derrière, de fournisseurs, d'éleveurs. Et vous avez un rôle à jouer. Vous êtes une image un petit peu de la région maintenant à défendre. Il ne faut pas oublier qu'on est dans le pays de la gastronomie et on l'est toujours, même s'il y a d'autres gastronomies dans le monde et certaines que j'adore, mais c'est important le bien manger chez nous. Et donc c'est une responsabilité et que j'accepte avec grande fierté. Aujourd'hui, votre restaurant, vous dirigez 28 salariés. À préciser qu'un turnover assez lent, c'est une équipe fixe qui travaille au quotidien ensemble. On va y revenir un petit peu en deuxième partie d'émission. Mais vous, Michel Saran, vous n'êtes pas seulement à vos fourneaux ou à accueillir vos clients dans votre restaurant à Toulouse. Vous commencez également, comme vous l'avez dit, en tant qu'ambassadeur de la région, mais aussi en tant que peut-être businessman. Vous faites partager vos créations culinaires un peu à d'autres, je pense notamment aux entreprises ou même à l'étranger. Oui, mais parce que une expertise, lorsqu'elle est reconnue, mais ça me gêne beaucoup de dire ça, mais elle est forcément demandée. Donc, il y a une quinzaine d'années, on m'a demandé de m'occuper de la salle à manger du président d'Airbus et pas uniquement du président. C'est pas que le président qui vient manger, mais c'est aussi toutes les personnes importantes qui viennent à sa table ou à la table des top managers. Une image valorisante pour votre travail. Oui, c'était un choix du président de l'époque qui voulait que sa salle à manger représente le savoir-recevoir à la française. Et comme Airbus est une société implantée en Midi-Pyrénées, il voulait avoir un chef de Midi-Pyrénées. Donc voilà, et ça, je m'occupe aussi de la salle à manger de la Fédération nationale des travaux publics à Paris, dont le président actuel est toulousain, mais j'étais déjà avec l'ancien président. Bien sûr qu'on me demande de temps en temps, et puis je vais à l'étranger, je vais faire des missions où je vais demander par des hôtels. Je pars en septembre à Jakarta, au Mandarin oriental de Jakarta, pour faire une semaine. Qu'est-ce que vous allez faire en Indonésie? Je vais faire ma cuisine. On me fait venir pour que je fasse ma cuisine. Ça c'est fréquent, mais je travaille de temps en temps pour une société à Dubaï. J'ai eu la chance d'aller dans pas mal de pays du monde, au Brésil, États-Unis, Japon, une dizaine de fois. Et c'est extrêmement enrichissant aussi, la rencontre avec de nouvelles cultures, de nouveaux produits. Mais à chaque fois, c'est pour que je fasse ma cuisine. Parce que d'un côté, en aidant donc nos diplomates, vous découvrez également, comme tout passionné de cuisine, tout ce qui peut se faire. Et puis ça inspire également votre table. Exactement. Le goût d'entreprendre, Paul Barraud. Michel Saran est avec nous, chef du restaurant Double Étoilé qui porte son nom au boulevard Armand du Portal à Toulouse. Question d'éthique et de valeurs d'entreprise, Jean-Marie Ferenbach est notre intervenant cette semaine dans Le goût d'entreprendre. Jean-Marie, vous voulez commencer à discuter d'un sujet important, on va dire, dans la restauration avec Monsieur Saran ici présent. C'est la question de son personnel. Je rappelle qu'il en dirige 28. Oui, effectivement, quand on connaît un petit peu votre métier, mais je n'en suis pas spécialiste, on imagine que c'est un métier qui est difficile, où les contraintes sont quelquefois très fortes sur le personnel, et je constate avec surprise que vous avez un personnel extrêmement stable, et j'aimerais connaître les secrets de votre maison pour que les personnes constituant votre équipe se sentent aussi bien, et comment vous les motivez, comment vous les attirez, comment vous les maintenez avec vous et comment vous les pilotez. Quelle est votre
votre façon de faire en tant que chef d'entreprise vis-à-vis de votre personnel, ce qui me paraît forcément très précieux, le personnel d'un restaurant. Ah non, mais c'est plus que précieux, oui. Je considère qu'aujourd'hui, sans eux, je ne serais pas grand-chose. Peut-être réciproquement. Alors, c'est vrai que cette exigence et cette rigueur qu'il y a chez nous, c'est pas très. Je crois que c'est pas trop dans l'air du temps, mais il y a quand même toujours des personnes qui acceptent une rigueur et une exigence pour tendre vers l'excellence. Et Dieu merci. Nous ne sommes pas les seuls. Hein. On parle d'une restauration. Bon, si on prend tous les restaurants étoilés, il y en a 600 en France, je crois. Les 3 et 2 étoiles, ça doit représenter une petite centaine. Bon, donc oui, c'est pas comme ça, on l'obtient pas comme ça. Maintenant, je pense que moi j'ai eu la chance de vivre des moments dans des écuries de Formule 1. J'ai eu l'occasion de partager des moments avec des musiciens à un certain niveau. Les exigences sont là. Si on va dans un atelier de haute couture, c'est pareil. Donc après, certaines personnes sont prêtes à accepter cette pression qui va être permanente et d'autres non. Aujourd'hui, j'ai une équipe de 27 personnes. Je me sens assez proche d'eux, déjà par le côté espace qui nous est alloué, dans lequel on travaille et qui est réduit. Donc c'est 27 personnes avec une proximité qui peut faire peur. Je peux vous parler de tous mes employés, je crois que je les connais tous. Je sais que certains peuvent avoir des moments de découragement. Je suis aussi là pour en discuter. Il y a un côté très familial dans le fonctionnement qui n'empêche pas qu'il peut y avoir aussi des coups de gueule, de temps en temps des prises de parole violentes. Et voilà, c'est un univers qui est exigeant. J'essaie de leur apporter en contrepartie un peu de social. J'ai essayé très longtemps, je pense que j'étais un des premiers sur Toulouse à leur donner le week-end, donner le samedi, dimanche, parce que je pense qu'il faut ça, il faut qu'il y ait un équilibre par ailleurs, familial et autres, que j'ai aussi donné des vacances, enfin tout le mois d'août nous sommes fermés. Essayer de normaliser un petit peu notre profession qui en avait besoin parce qu'elle avait un déficit d'image terrible. Et j'imagine que comme vous n'êtes pas tout le temps présent, vous avez aussi autour de vous une équipe qui pilote avec vous. Hein. Oui, de toute façon, quand on est entrepreneur, soit on reste dans ses murs et puis et on se contente de ce que peut offrir l'entreprise, ou comme moi j'ai décidé d'élargir un petit peu, j'avais envie de faire d'autres choses, donc de me diversifier. Et là, il faut déléguer, inévitablement. Bon, j'ai un chef, parce qu'il est maintenant chef de cuisine avec moi, Xavier Blancou, ça fait très exactement 19 ans qu'il est là, puisque la maison a ouvert il y a 19 ans. J'ai un directeur de salle, Arnaud Ducroux, qui est là depuis 14 ans. Ce sont des pièces maîtresses du restaurant, et ce que je pense, il le pense, et très souvent, la réciproque est vraie aussi. C'est un vrai tandem, c'est ces deux garçons que j'apprécie énormément, qui m'accompagnent, qui m'aident à développer, et sans qui j'aurais aujourd'hui beaucoup de difficultés, parce que je ne pourrais pas faire tout ce que je fais. Ce sont les piliers de votre équipe de rugby. Voilà, ce sont les piliers, non. Pas dans l'esprit rugby. Ce sont des piliers dans le sens architecture, ça, mais oui. dans le rugby, maintenant vous voyez que les entraîneurs sont par deux. C'est un petit peu ça. Fait, ouais. Il y a l'entraîneur des avants et l'entraîneur des arrières. C'est ça. Et le manager général. Alors, vous avez donc des pièces maîtresses qui sont votre personnel et avec qui apparemment vous êtes extrêmement soudés, et ça c'est impressionnant quand on vous écoute. Mais j'imagine que vous avez aussi en amont un réseau fournisseur avec qui vous avez des relations quand même très fortes et suivies. Comment se gère un réseau fournisseur dans votre monde, hein, sachant que la dimension humaine doit être importante là aussi. Comme le reste, avant tout, c'est la qualité produit. C'est le discours et l'histoire de
de ce fournisseur, qu'il soit éleveur, qu'il soit viticulteur, maraîcher. Il faut que j'adhère à la démarche et qu'ils arrivent à répondre à mon cahier des charges. Rigoureux. J'ai même dans l'histoire un fournisseur qui un jour, que j'ai fait pleurer un jour, monsieur d'un certain âge, et que j'ai vu quelque temps après, qui m'a remercié en me disant « Le jour où vous m'avez engueulé, j'ai compris que je n'étais plus bon dans le métier, j'ai vendu mon affaire. Et je vous en remercie. » Ça m'a particulièrement surpris. Il m'avait offert une boîte de cigares ce jour-là. Oui, il y a de l'exigence et c'est dur. C'est dur, mais c'est dur. Il ne faut pas oublier que les critiques sont dures avec moi. Les clients sont durs avec moi. Donc, on est dans ce niveau d'exigence que je transmets. Maintenant, une fois que j'arrive à avoir, et ça c'est les années qui ont fait que j'ai pu établir un réseau de fournisseurs dont certains sont des amis. J'ai Jean-Luc qui me fait mes mini-légumes. Je suis un peu à l'origine d'ailleurs de sa reconversion. Mais c'est un copain d'enfance au départ. On est du même village de Saint-Martin-d'Armagnac. Aujourd'hui, il fournit dans pas mal de restaurants étoilés. Donc voilà, il y a des relations qui sont du domaine de l'intime. C'est vraiment des relations très très fortes. J'ai un peu le même rapport, pas autant parce que j'ai pas là, mais j'ai des rapports très forts, pas autant qu'avec mes employés, mais j'ai quand même des rapports très forts avec eux, mais je ne supporte pas la trahison. Et c'est arrivé, et le jour où je me sens trahi, là je suis intraitable. Qu'est-ce que vous appelez une trahison? Une trahison, c'est vouloir me faire prendre des vessies pour les lanternes. Ouais. C'est un jour m'amener un poisson qui ne correspond pas au cahier des charges en me disant, bon, dans le lot, ça passera. Penser que je ne suis pas, que je suis rigoureux à un certain moment et puis qu'après, tout va bien. C'est-à-dire que votre fournisseur vous a fait croire que le poisson était aux normes, voilà. A essayé de comme on dit vulgairement, il m'a pris pour un imbécile, pour pas dire autre chose. Et là, je peux vous assurer que même si c'est pas moi qui le vois, Xavier va être le premier à lui faire manger le poisson. si on parle de poisson, mais ça peut être autre chose. Alors vous avez évoqué le mot de qualité des produits, c'est un aspect des choses en matière de qualité. Qu'est-ce que c'est pour vous la qualité dans votre profession et peut-être plus encore dans votre entreprise et sur quoi pour vous la qualité repose-t-elle? Sur tout ce dont on vient de parler, il y a la qualité en amont, la qualité de produit. Moi, la cuisine, c'est un moyen d'expression. Je vais raconter des histoires, je vais raconter des souvenirs, je vais raconter tout un tas de choses. Tous mes plats ont leur histoire. Pour écrire cette histoire, il me faut un bon vocabulaire, une bonne grammaire, une bonne conjugaison. Les produits vont faire partie de cette construction, il faut qu'ils soient irréprochables. Le travail de l'équipe qui va réaliser la partition, ça doit être irréprochable. Mais moi-même, je dois être irréprochable. C'est-à-dire que je dois aussi arriver à ordonner tout ça de façon à ce que ça se fasse dans une, je dirais pas une bonne humeur, mais un climat qui soit serein. Si je mets une pression, comme j'ai pu la subir à un moment de ma vie, si je dois leur faire subir la pression au quotidien, au bout d'un moment, ils ne seront plus derrière moi, ils n'auront plus envie de jouer la partition que j'aurais pu écrire. Donc, il faut la qualité. Au bout, on arrivera je pense, à offrir cette qualité au client qui lui vient aussi avec une exigence qui correspond au statut de 2 étoiles. On est sans arrêt, mais c'est beaucoup de pression au quotidien. Hein. C'est beaucoup de pression au quotidien. Moi, je la subis parce qu'il y a les guides, parce qu'il y a toute la médiatisation de la cuisine, surtout en ce moment. Et puis, je vous dis, les clients qui, quelquefois, peuvent être durs dans leur comportement ou dans leur écriture sur des sites comme TripAdvisor ou autres, où on est toujours sur le grill, quoi. Donc il faut nous sans arrêt être dans la qualité et être estimé que le produit que l'on fournit correspond aux critères de qualité que l'on s'est fixés. Et est-ce que vous pensez que c'est vous, la profession, qui sentez
les critères de qualité, ou est-ce que vous le sentez aussi de la part d'une clientèle? Est-ce que la clientèle est porteuse dans l'exigence, ou est-ce que c'est plutôt vous qui devancez la clientèle? C'était un peu philosophique ma question. Mais... Non, mais pas du tout. Mais si demain vous allez... Enfin, c'est toujours difficile de faire des comparaisons avec d'autres professions, mais si demain vous allez voir un match de rugby, c'est pas le public qui va... le public, il est là pour recevoir ce que le manager aura décidé de montrer, de faire comme jeu. Si demain vous allez acheter une robe Christian Lacroix, c'est pas vous qui allez faire changer la philosophie de Christian Lacroix sur non, je crois que c'est à moi à proposer, et je me suis toujours senti libre de ça, de faire la cuisine que j'avais envie de faire, celle que je revendique, et qui est une cuisine qui n'est pas prétentieuse, qui n'est pas une cuisine, je ne fais pas de la cuisine moléculaire et je ne vais pas la critiquer, la cuisine moléculaire, je suis un fan de Ferran Adria, enfin j'adore l'individu. Bon, ça, moi j'écris de façon très modeste, je ne suis pas un grand technicien, mais j'essaie de faire ma cuisine avec beaucoup de sincérité, et j'espère que les gens qui sont avec moi, qui travaillent avec moi, partagent cette sincérité, ce que je crois, et les clients qui sont quand même... Dieu merci, présent depuis des années avec un très beau taux de remplissage, apprécie aussi ce que je peux faire. Oui, en résumé, donc, votre cuisine est une offre culinaire, artistique, également une histoire, pour reprendre vos propres mots, mais inversement, vous êtes tout à fait ouvert aux critiques et aux retours de la part de votre clientèle. Mais ouvert, je suis ouvert, bien sûr. Après, dans mon interprétation, c'est-à-dire, maintenant... Par exemple, si un client trouve ce que vous lui avez mis sur la table complètement abject ou pas bon, vous allez essayer de comprendre pourquoi ce client-là n'a pas aimé ce plat-ci. Non, ça, je ne pourrais pas le comprendre. S'il me dit, c'est trop cuit, c'est trop salé, c'est... Bon, ça, je dis, on a fait une faute. Il y a une faute d'interprétation. S'il me dit, je trouve anormal que vous mettiez de l'huître avec la soupe, là, je dirais, bon, c'est votre choix... Mais je continuerai à faire ma soupe. Parce que c'est mon histoire et que moi, je le revendique. C'est pareil, dans la discussion, après, dans l'utilisation des mots, un jour, j'ai un client, c'était pour moi, ça a été mémorable et dur et fort, un client qui dit au directeur de salle, c'est dégueulasse. Alors bon, le mot est fort et ça fait mal, hein, parce que vous savez, quand on est sous pression en permanence, il y a un moment où quand même... Et c'est la première fois que je suis sorti de la cuisine, alors moi, il n'a pas voulu me redire ce qu'il avait dit au directeur de salle, mais il m'a dit non, j'apprécie pas. Et je dis, je vois, j'en suis navré, mais je peux rien faire pour vous, il vaut mieux que vous partiez sur le champ. Parce que vous allez passer un mauvais moment, et moi aussi. Si vous avez quand même employé des mots très durs, non, ben je dis si, dégueulasse, c'est pas acceptable. Donc je l'ai invité à partir, je n'ai pas fait payer l'addition, mais il est parti. On ne pouvait pas aller plus loin, il y avait... bon. Donc ça, c'est des moments très douloureux, hein, quand même, parce que je peux vous dire que derrière, j'ai passé un week-end pourri, parce que j'ai pensé à ce monsieur qui tout le week-end, alors que ça ne représente rien sur le nombre de clients que j'avais, mais... On vit ce que l'on fait. C'est très sensible. Ouais, très. Bien, merci à vous, Michel Saran, d'avoir été avec nous dans Le Goût d'entreprendre. Je rappelle que vous êtes le chef double étoilé du restaurant qui porte votre nom au boulevard Armand du Portal, ici à Toulouse. Et juste petite question, on va dire de culture G. Est-ce que vous savez quel est le pays au monde qui a le plus d'étoiles Michelin? Le pays au monde qui a le plus d'étoiles Michelin. C'est pas la France, malheureusement. Je suis pas d'accord avec vous. Parce que vous allez me dire, c'est le Japon, et je vais vous dire... En termes de nombre d'étoiles, c'est pas le Japon? Non. Ah, c'est pourtant ce qui est rapporté. Ce qui est rapporté. Alors dites-moi pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Je suis prêt à faire le pari avec vous, parce que pendant longtemps, on disait, ce qui est vrai, Tokyo est la ville la plus étoilée du monde. Ça, c'est vrai. Mais le Japon n'est pas le pays qui est le plus étoilé au monde. On me fait les paris. Paris lancé. Un repas au restaurant Michel Saran? Pari d'amis, je ne mise jamais rien dans un pari, question de principe. Si je gagne, je suis bon. Non. Bon. Pari d'amis, je ne mise jamais rien. Sinon, comme ça, c'est le véritable jeu. Merci à vous. Avec plaisir. Et bonne route. Merci. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le Goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.